Bonsoir à toutes et tous. Merci de participer à la présentation des résultats semestriels 2023 de Forsee Power. Avant de passer la parole au management de la société, un rapide mot pour vous préciser que vous aurez la possibilité de poser vos questions à l'issue de la présentation qui va être faite. Pour cela, c'est très simple. Vous pouvez saisir via le module de chat directement par écrit vos questions qui seront donc traitées à l'issue de la présentation, mais n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation et il y aura un temps dédié pour un échange à l'issue de la présentation. Sophie, Christophe, Jean-Yves, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous et on est ravis de vous avoir nombreux ce soir pour la présentation de nos comptes semestriels, donc du premier semestre de l'année 2023. Et autour de la table ou autour de l'écran, vous avez eh bien, à mes côtés Sophie Tricot, vice-présidente des affaires corporate, ainsi que Jean-Yves Quintel, directeur financier de la société. Et je vais passer tout de suite la parole à Sophie qui va commencer la présentation. Bonsoir à tous. Pour démarrer cette présentation, je vous propose de revoir un petit peu où se situe Forsee Power sur la chaîne de valeur de la batterie. Forsee Power est concepteur et fabricant de systèmes batteries pour l'électromobilité sur des marchés choisis, on le verra par la suite. Nous ne sommes pas la Gigafactory dont on entend beaucoup parler, et surtout aujourd'hui avec Verkor notamment, mais nous nous approvisionnons auprès des grands fournisseurs de cellules électrochimiques, et à partir de ces cellules, nous allons concevoir l'intégralité des packs et des systèmes de batterie que l'on va fabriquer dans nos usines, et nous allons accompagner nos clients pour intégrer ces systèmes à bord de leur véhicule, soit à bord d'un véhicule neuf, en remplacement d'une première batterie, ou encore dans le cadre de rétrofit. C'est la conversion de véhicules diesel thermiques en véhicules électriques, et c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu aujourd'hui. Après une première vie à bord du véhicule, le système a encore beaucoup de capacité d'énergie, environ 80%. Donc, plutôt que d'envoyer ce système directement au recyclage, on va extraire le système du véhicule, l'intégrer dans un container qui, associé à de la production d'énergie renouvelable ou en backup de réseau, va permettre un stockage d'énergie stationnaire qui va encore durer quelques années. Ensuite arrive le recyclage. Nous ne sommes pas recycleurs. En revanche, par l'éco-conception de nos produits, nous arrivons à optimiser en fait le taux de recyclage de nos produits en travaillant avec des partenaires partout où nous opérons, et aujourd'hui nous arrivons à des taux de recyclage qui peuvent atteindre 95%, donc de très bons taux de recyclage sur les batteries Forsee Power. Merci Sophie. Quelques éléments, quelques données importantes relatives à notre activité. Tout d'abord, notre croissance dans nos métiers, donc concepteur et fabricant de batteries pour l'électromobilité, dans les segments dans lesquels nous travaillons. Notre croissance sur le premier semestre par rapport à l'année dernière a été de 58%. Donc vous voyez, nous continuons à avoir une croissance extrêmement soutenue et un rythme qui ne relâche pas. En ce qui concerne le marché des bus, qui est dans le domaine des véhicules lourds, le segment qui génère qui est déjà un segment en développement, qui n'est pas juste en démarrage, eh bien, nous venons de dépasser le cap des 2500 bus équipés électriques, équipés de nos batteries. Ça fait 750 de plus depuis le début de l'année. On fera plus de 1000 véhicules rien que cette année, ce qui, une fois de plus, on le répète, fait de nous le premier acteur de ce marché au niveau mondial, hors Chine. Sur le marché de la mobilité légère, nous avons également un nombre significatif, très significatif, de plus de 100 000 2 roues et 3 roues équipés de nos batteries, ce qui à nouveau fait de nous le premier acteur de ce marché au niveau mondial, en dehors de la Chine. Vous le voyez, nos usines sont présentes sur les différents continents. Nous avons 5 usines, Chine, Inde, Europe, Amérique du Nord. Une R&D pour soutenir tout cela et pour nous permettre d'être innovants et d'être au top du marché en termes de lancement de nouveaux produits, de près de 160 personnes. Et nous sommes, et de façon continue, un acteur du développement durable avec une contribution forte, des classements significatifs et qui vont en s'amélioration d'année en année.
Les deux grands segments, vous l'avez vu au travers du bus, c'est la mobilité légère. Les deux grands segments, donc c'est la mobilité lourde. La mobilité lourde, c'est évidemment le marché donc, du bus, qui est le premier de ces segments de mobilité lourde qui génère du volume. Arrive maintenant le segment de ce qu'on appelle de l'off-highway. L'off-highway étant la construction, équipement de construction, équipement agricole, minier, aéroportuaire, etc., qui est un marché, un très fort marché, enfin, en très forte croissance pour notre avenir, et le marché du ferroviaire. Toujours sur les véhicules lourds, avec des segments à plus haut, à gros volume, mais sur lesquels nous sommes assez sélectifs sur le type de véhicule, le marché du camion, qui commence à peine sa croissance, et bien sûr le marché de la mobilité légère, 2 roues, 3 roues, petits 4 roues. Voilà nos marchés. Notre offre, et c'est essentiel, est une offre à la fois technologique, une offre industrielle. Nous développons nos produits, nous fabriquons les produits, nous les vendons aux clients. Ça pourrait s'arrêter à ça, mais ça ne s'arrête pas à ça, dans la mesure où nous avons une offre de service en complément qui est extrêmement importante, une offre d'accompagnement de nos clients et puis ensuite des opérateurs et exploitants de véhicules. L'important dans le cadre d'un système de batterie, c'est pas juste de la faire fonctionner, mais c'est de la faire durer de façon optimale le plus longtemps possible. Et ça demande beaucoup de travail de modélisation, de calcul, de dimensionnement, et ce que font nos équipes, des équipes dédiées à l'optimisation de la durée de vie de la batterie dans le véhicule. Une équipe ou des équipes, pardon, après-vente et service client qui, elles, sont également extrêmement importantes. Il faut s'assurer que la batterie, que le véhicule électrique fonctionne, et s'il y a un incident quelque part dans le monde, nos équipes sont là, sont disponibles, interviennent directement chez nos clients et interviennent chez les opérateurs de transport de façon à ce que le temps d'arrêt des véhicules soit réduit au minimum et que, par la courbe d'expérience, évidemment, le niveau de performance des batteries soit le meilleur possible. Et enfin, également, l'offre de services de financement, que nous proposons à nos clients et aux clients de nos clients au travers du fonds Néoté Capital, qui permet de financer le véhicule électrique dans son intégralité sur la durée d'exploitation du véhicule. Notre offre de produits pour ces segments, donc les différentes technologies pour ces segments, nous avons développé différentes familles de produits, les familles Go, Zen, Flex, Pulse et Spike, également des offres de conversion et de conversion d'énergie et de convertisseurs et de chargeurs. Tout ça pour ces marchés spécifiques, et dans ces marchés, les clients vont choisir certaines de nos solutions technologiques que nous allons ensuite adapter et finaliser pour l'application particulière du client. Quelques événements récents. Vous savez qu'à chaque intervention, on vous présente les nouveaux contrats gagnés, les nouveaux lancements significatifs. Eh bien, à nouveau, évidemment, nous avons gagné des affaires. D'abord, nous avons le contrat avec Skoda. Skoda Transport, je ne parle pas des voitures, mais vraiment du transport lourd. Donc, Skoda est un fabricant important de trains en Europe centrale. Ils ont lancé une nouvelle plateforme de trains qui vont être totalement électrifiés avec Forsee Power. Donc, on est en train de fabriquer les premiers systèmes, et il y en aura beaucoup d'autres à l'avenir. Le marché indien dans la mobilité légère, des 3 roues, des petits véhicules de livraison avec une entreprise indienne, 3EV, qui est peut-être pas 3EV Industries, qui est peut-être moins connue en Europe, mais qui est bien connue en Inde. Un contrat avec 26 et avec Parker. Et là, à nouveau, c'est un contrat important pour le marché, parce que c'est pour le marché des équipements de construction. Et donc, ces entreprises travaillent avec nous et prescrivent et intègrent nos batteries dans les véhicules de construction. C'est un démarrage important. Le marché de la construction est un marché extrêmement diversifié, et donc nous confions à ces entreprises le fait d'intégrer nos batteries dans différents types d'équipements de construction. Nous avons également lancé il y a quelques mois différents nouveaux produits, et là c'est beaucoup pour le marché notamment du camion, qui est donc un nouveau marché qui va se développer, des produits qu'on appelle les Zen Light et les Flex Plus,
Ce sont des produits qui sont spécifiquement développés au design et avec des caractéristiques qui permettent d'électrifier notamment des camions. Pas uniquement des camions, mais enfin, c'est vraiment la cible principale. Autre contrat que nous avons signé, et vous, enfin, pour les, j'allais dire, les urbains, hein, ceux qui habitent dans les villes, vous voyez ce genre d'équipement très fréquemment, des équipements des nettoyeurs de rue ou des balayeuses, du leader d'ailleurs en Europe, qui est le groupe Fayat, avec notamment les marques Mathieu. Donc tous ces équipements vont progressivement, dans les mois et les années à venir, être transformés en véhicules électriques avec nos batteries. Et également la signature au Canada avec MTB d'un partenariat pour la conversion de véhicules thermiques, notamment de bus, en véhicules électriques sur l'ensemble de l'Amérique du Nord. Et MTB est en fait le leader en Amérique du Nord de la conversion de véhicules. Et vous le voyez ici, nos clients dans les différents marchés, les marchés leaders, le bus, la mobilité légère, les camions à hydrogène. Vous voyez tous les nouveaux clients que nous avons gagnés depuis le début de l'année. Le Van Hool avec Kipe électrique en Belgique et en Allemagne, Iseki au Japon, Helico en France, CRRC en Chine, MCV en Égypte, Bluebus en France, Mathieu donc en France, MTB au Canada, 26 en France et Skoda en République tchèque. Et la liste ne s'arrêtera pas là. Et je vais passer la parole à Sofiane Vaux. Merci Christophe. Donc, on mentionnait en début de présentation, nous sommes un acteur investi pour le développement durable, donc signataire du Pacte mondial des Nations Unies. Nous travaillons également à décarboner à la fois nos activités, nos produits. Nous sommes actuellement en train de dessiner notre plan, notre feuille de route de décarbonation que nous soumettrons à l'initiative Science Based Target, SBTI, en fin d'année ou début d'année 2024. Donc, nous sommes vraiment très engagés. Nous sommes également récipiendaires de la médaille d'or EcoVadis, qui a pour habitude de noter en fait les fournisseurs. Donc, c'est un organisme très international reconnu et qui nous place dans le top 2% des entreprises du secteur de la batterie au niveau mondial. Nous avons également été évalués en niveau exemplaire par Parity Finance. Voilà, tout c'est très encourageant. On a encore beaucoup de travail et nous sommes engagés pour décarboner nos activités, travailler également sur une supply chain qui soit la plus durable et transparente possible. Notre organisation de recherche et développement est très internationale et très collaborative. Et vraiment, cette dimension internationale est très importante dans le domaine de la batterie. Avoir une présence aujourd'hui en Europe et en Chine est extrêmement complémentaire. Donc, on a un centre de R&D à Paris. On a également des moyens de R&D dans notre usine de Chasseneuil-du-Poitou, près de Poitiers. Nous avons un centre de R&D dédié au marché ferroviaire à Lyon. Et côté asiatique, nous avons donc un centre qui est spécialisé sur les véhicules légers. Donc, c'est un marché qui est très asiatique. C'est vraiment important d'avoir cette présence. Et également de la recherche-développement sur les véhicules lourds et qui travaillent de manière très proche avec nos équipes en Europe. Christophe le mentionnait, nous avons plus de 160 ingénieurs. Donc, il y a vraiment une dimension très technologique chez Forsee Power et qui ne cessera pas, qui va continuer de grandir. Quelques mots sur la supply chain. C'est vraiment un élément très stratégique et important dans la vie de l'entreprise Forsee Power. Depuis la création du groupe, nous avons constitué des partenariats avec les plus grands fournisseurs de cellules électrochimiques au monde, donc LG, Toshiba, Panasonic, Calb. Aujourd'hui, on travaille principalement avec des acteurs asiatiques, mais demain, ces mêmes asiatiques seront implantés en Europe et il y a également tous les acteurs européens qui sont en train de se mettre en place, donc Northvolt, Verkor par exemple. Et nous travaillons donc avec les technologies aujourd'hui disponibles, mais aussi avec les technologies qui seront demain disponibles. Donc, de manière très proche avec ces fournisseurs, nous suivons les évolutions en termes d'électrochimie et de caractéristiques pour pouvoir demain les intégrer à nos systèmes de batterie. Nous avons des partenariats très privilégiés, ce qui fait qu'aujourd'hui,
on est capable d'assurer en fait nos approvisionnements. Ça a été extrêmement précieux pendant les 18-24 derniers mois, quand il y a eu de très fortes tensions sur les approvisionnements. Et aujourd'hui, on a une visibilité de 12 à 18 mois sur nos livraisons de cellules. Voilà, des cellules qui sont de différents formats, donc cylindriques, en poche ou prismatiques. Cela dépend en fait des besoins, des applications et des usages. Et comme je le disais, donc, nous sommes en train d'étudier toujours les technologies actuelles, les technologies de demain pour être toujours à la pointe de l'innovation. Concernant notre présence industrielle, elle est unique en fait. Nous sommes le seul fabricant de systèmes de batterie dans notre domaine à avoir cette empreinte industrielle à la fois en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. En Europe, avec une usine face au Futuroscope près de Poitiers, 15 000 m² qu'on peut également étendre, extrêmement moderne, qui a ouvert en 2018. Cette usine, elle sert les marchés de la mobilité lourde en Europe. Nous avons également un site en Pologne qui va assurer, par exemple, pas mal le SAV pour les batteries qui sont fabriquées en Asie et exportées vers l'Europe. En Asie, nous avons un hub industriel qui est à Zhongshan en Chine et qui va vraiment produire pour toute l'Asie, donc la Chine, mais aussi le Japon, l'Océanie, l'Asie du Sud-Est. Un site que nous venons d'agrandir et qui va continuer à grandir dans les années à venir et qui produit des batteries à la fois pour les marchés de la mobilité légère et de la mobilité lourde. Un site en Inde, à Pune, au cœur en fait de l'industrie automobile, pour servir le marché local indien, puisque les subventions en Inde sont conditionnées à une production locale. C'est aussi en fait cette condition de production locale qui nous avait poussé à ouvrir un site en Amérique du Nord pour pouvoir être Buy America compliant et pouvoir participer aux appels d'offres du transport public aux États-Unis. Nous avons annoncé cette ouverture avant même l'IRA, qui vient en fait booster également le marché des camions, des véhicules commerciaux, des véhicules non routiers. Donc un site industriel qui fera 15 000 m² pour adresser les véhicules lourds et les véhicules légers. Aujourd'hui, notre site il est actuellement en travaux. La partie bureau est finalisée, la partie production est encore en train d'être adaptée. Nos lignes de production seront livrées en cette fin d'année pour un démarrage de production début 2024. Donc, conformément à nos plans, notre capacité de production est vraiment en train d'évoluer pour accompagner un marché en forte croissance. Sur un des partenariats stratégiques que nous avions annoncé au mois de mai, au mois de juin, celui avec Maxion, IHP Maxion, donc on vous le rappelle, c'est le leader mondial de la fabrication de roues, leader en Amérique du Nord et en Amérique du Sud de la fabrication de châssis et d'éléments structurels pour des véhicules commerciaux et industriels. Notre partenariat se déploie à très grands pas dans la mesure où aujourd'hui nous faisons beaucoup d'offres pour des camions, pour des bus, pour des équipements de construction. Alors non seulement en Amérique mais également en Asie et en Europe où nous proposons maintenant à des fabricants de véhicules des batteries directement intégrées dans les châssis, ce qui leur facilite beaucoup le travail. Et c'est une offre oui, structurante dans tous les cas, mais une offre est très attractif pour les clients parce que ça leur facilite la vie, parce que ça permet d'aller plus vite, parce que ça permet de s'assurer que la batterie est à la fois mécaniquement non seulement la bonne taille, mais que les éléments structurels sont construits de façon suffisamment résistante pour que le véhicule avec ses batteries dure le plus longtemps possible et dans tous les cas pendant la durée de vie du véhicule. Voilà ce qu'on peut dire sur cette partie. Ce qu'on peut, enfin, en termes de résultats, les chiffres clés, bien sûr, c'est cette croissance de notre chiffre d'affaires de plus 58% en premier semestre à 78,8 millions d'euros, ce qui pour nous est un véritable succès. Bien évidemment, ceci s'accompagne pour nous, enfin évidemment parce que nous on y croyait, tous les marchés n'étaient pas certains, n'en étaient pas certains, mais nous en étions convaincus, une amélioration de l'EBITDA ajusté qui est de l'ordre de 38% sur ce premier semestre par rapport à l'année dernière, une position de capitaux propres solide à plus de 70 millions d'euros, une position de liquidité tout aussi solide à 56 millions d'euros,
ce qui fait que sur l'ensemble de ces critères, nous avons tenu et atteint et tenu nos différents objectifs. Sur la partie, de façon sectorielle, sur les véhicules lourds, vous voyez ici que notre croissance, alors sur les 58% en moyenne, les véhicules lourds, c'est plus 70%. C'est effectivement extrêmement fort et c'est, j'allais dire, dans la continuité de ce que nous avions déjà annoncé lors des résultats précédents. Nous avons un très très fort dynamisme sur ce segment de marché. Par rapport à ça, vous pourrez dire que la progression de, entre guillemets, 18% sur les véhicules légers et modestes, c'est pas mal, ce sera mieux. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de clients dans le domaine des véhicules légers qui ont des phases de lancement qui sont un petit peu décalées parce qu'il y a pas mal de problèmes de mise au point, pas au niveau des batteries, mais souvent au niveau des véhicules, avant de lancer ces nouveaux 2 roues, ces nouveaux 3 roues. Nos clients aujourd'hui sont quasiment que des grands leaders de ce mondiaux dans le domaine du 2 roues et du 3 roues, et les annonces que nous ferons dans les semaines, dans les mois qui viennent, vous le démontreront très largement. Voilà. Et je vais laisser la parole à Jean-Yves Quintel maintenant, qui va vous parler des éléments financiers. Bonsoir, je ne vais pas vous faire la lecture in extenso des tableaux en question. Vous savez tous qu'il y a une émission également d'un rapport financier semestriel qui a beaucoup plus d'éléments chiffrés, qui vient expliquer un petit peu ces chiffres. Mais c'est vrai que, comme le disait Christophe, ce qui me paraît l'élément un petit peu structurant de cette période, c'est un EBITDA ajusté à moins 3,8 millions d'euros. Je vous rappelle, l'EBITDA ajusté, c'est donc un EBITDA dans lequel on a retraité un certain nombre d'éléments qui nous paraissent ne pas refléter une description juste de l'activité opérationnelle de l'entreprise, notamment bien entendu des éléments un tout petit peu exceptionnels, etc., qui sont donc retraités. Cette métrique, elle s'améliore donc de 38% par rapport à l'année dernière. Une autre façon de le voir, qui est encore un petit peu plus frappante, si vous voulez, c'est qu'on a un EBITDA ajusté qui passe de 12% du chiffre d'affaires à 5% du chiffre d'affaires. Donc, de notre point de vue, une période qui s'inscrit de manière cohérente avec la feuille de route qu'on avait donnée au marché financier, c'est-à-dire l'amélioration significative de l'EBITDA lors de l'exercice fiscal 2023, et puis l'atteinte d'un break-even opérationnel, de l'EBITDA ajusté nul ou positif en 2024. Le résultat opérationnel courant peut changer par rapport à l'année dernière. L'impact principal, ce sont certaines dépréciations, notamment de stock sur des produits obsolescents. Pour des raisons de prudence, on a préféré mettre leur valeur à 0, même si elles conservent une valeur et qu'on va essayer d'en tirer le maximum, notamment peut-être dans d'autres applications, mais il nous a paru plutôt plus intéressant, plutôt que de les maintenir, de les déprécier, ces produits étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu obsolescents, d'attendre quelques années, et plutôt que de mobiliser des capacités de production pour les transformer, peut-être les déprécier, nous paraissait la meilleure chose à faire. Mais donc, de ce point de vue-là, un ROC, un résultat opérationnel courant qui est étal par rapport à l'année dernière. Le dernier grand changement en bas du compte de résultat par rapport à l'année dernière, c'est un résultat financier assez négatif, à moins 3,8, par rapport à un résultat financier positif l'année dernière, 2,5. Cet écart, il s'explique essentiellement par 5 millions de variations de la juste valeur des dérivés des BSA détenus par la BEI, les warrants A, les warrants C, en fonction de cette norme qui s'appelle IFRS 9. Le tout fait donc un résultat consolidé en baisse, mais cette baisse, comme je vous l'ai dit, on l'explique essentiellement par ces changements non cash de valorisation des BSA de l'EIB. La trésorerie donc solide à 46,7. La différence, je vous rappelle, entre la trésorerie, le cash 46,7 et les 56,7 de la position de liquidité, c'est les 10 millions d'euros tirables à notre main sur la BEI, ceci en particulier après l'AG de juillet. Il y avait un certain nombre de décisions corporate qu'on devait avoir à notre main pour pouvoir les tirer. Ça a été voté par les actionnaires, c'est donc tirable à notre main quand on le souhaite. En matière de bilan et surtout de cash flow, là encore, un élément positif de notre point de vue, c'est la poursuite de l'optimisation du besoin en fonds de roulement, qui représente 55% du chiffre d'affaires. C'était 62% un an plus tôt. C'est vraiment un sujet qui nous demande beaucoup d'attention, sur lequel on se penche beaucoup pour essayer de limiter au maximum que la croissance
du chiffre d'affaires se transforme également en croissance des besoins de financement de l'entreprise et qu'en tout cas les avoir sous contrôle. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un sujet sur lequel on pense qu'on a un bon contrôle. Concernant les CAPEX, ils baissent en proportion du chiffre d'affaires. En revanche, on continue d'investir en R&D, on continue d'investir dans les moyens de production. Et donc de ce point de vue-là, la trésorerie provenant des opérations d'investissement est toujours négative. Vous voyez, elle ne change pas beaucoup puisqu'on continue effectivement d'investir beaucoup dans les moyens intangibles et les moyens tangibles d'innovation nous concernent. Dernier élément peut-être pour en quelque sorte illustrer la position solide de l'entreprise, une position nette financière à zéro, à peu de choses près, moins 800 000 euros. Je vous rappelle, c'est la dette moins le cash, donc fondamentalement une position qui est ce point de vue-là plutôt solide pour une entreprise de notre maturité, de notre niveau de développement. Nos objectifs financiers, nos guidance, écoutez, un dépassement de 160 millions d'euros cette année avec une amélioration de notre EBITDA ajusté, on vous le reconfirme. Pour l'année prochaine, un chiffre d'affaires de l'ordre de 235 millions d'euros et un break-even, on vous le reconfirme. Et une atteinte d'un chiffre d'affaires de plus de 850 millions avec un EBITDA de l'ordre de 15%, on vous le reconfirme. On est en ligne avec nos plans, notre niveau d'activité, notre niveau de progression, le nombre de projets que nous traitons et le déploiement de notre structure industrielle de nouveaux produits nous rendent à la fois confiants et d'abord actifs, confiants et sereins quant à l'atteinte de nos objectifs. Et quant à notre stratégie de fait est inchangée, stratégie industrielle, Sophie vous l'indiquait, nos différents sites industriels sont opérationnels. Les États-Unis, on est à quelques semaines de l'installation de nos premières lignes de production, d'extension de capacité de production dans nos sites français, chinois et indiens. Les différents marchés sur lesquels nous sommes présents, à la fois avec une diversification géographique, bien sûr, une diversification dans d'autres pays européens, par exemple l'Allemagne, une diversification très largement dans la zone Asie-Pacifique, avec des pays comme la Chine, comme l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, et puis bien sûr avec l'arrivée des États-Unis. Et en ce qui concerne les marchés, au niveau des marchés, bien sûr le marché bien sûr du bus qui est extrêmement dynamique, le marché de tout ce qui est non routier, donc construction agricole qui se développe à grand rythme, le ferroviaire sur une durée plus longue et bien sûr la mobilité légère. Quant à la base clientèle, elle se diversifie très très largement. Vous l'avez vu dans les nouveaux noms que nous avons signés et annoncés depuis le début de l'année. Vous le verrez avec ceux que nous allons annoncer dans les temps qui viennent. La base de clientèle se diversifie au niveau international. Sur les technos, pas mal de produits qui ont été lancés depuis le début de l'année. Le Zenlight, le Flex Plus, d'autres produits vont être incessamment annoncés et vous verrez donc que notre portefeuille technologique de produits se renforce de façon significative et notre offre de service, bien sûr, qu'une organisation service, une organisation ensuite SAV qui est de plus en plus étoffée, qui permet d'accompagner nos différents clients, qu'ils soient dans le monde quasiment, enfin en tout cas dans tous les grands pays dans lesquels nous sommes actifs. Nous avons des équipes qui sont capables d'intervenir et d'accompagner le développement à l'électrification de nos grands clients. Voilà, écoutez, je pense que nous sommes à la fin de cette présentation et puis nous sommes bien sûr maintenant à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup Christophe. Déjà reçu quelques questions, alors je vais vous les livrer les unes après les autres. Quel est le niveau de chiffre d'affaires à réaliser pour atteindre le point mort? Eh bien, ainsi que nous l'indiquons dans notre guidance, 235 millions à peu près. Alors, qu'est-ce qui explique la variation de 38% de l'EBITDA ajusté versus 58% pour les ventes? Est-ce que c'est lié à une baisse de la marge brute, à l'inflation des coûts, un effet mix? Oui, non, il n'y a pas de changement de la structure en communiquant spécifiquement sur la marge brute, mais il n'y a pas de changement de la structure du compte de résultat à ce niveau-là. C'est effectivement un effet de l'investissement que continue de maintenir l'entreprise dans sa croissance. On a parlé tout à l'heure de l'investissement
dans les capacités de production. On a parlé d'investissement dans l'intangible et la R&D, mais également un investissement commercial. Je prendrai par exemple le fait que nous développons notre activité rail. Donc, pour préserver la croissance future, on continue d'investir dans notre OPEX, si vous voulez, dans nos coûts fixes pour pouvoir faire face à cette croissance future. Ou l'activité américaine, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise comme la nôtre, si on arrêtait d'investir, on serait très vite profitable. Mais aujourd'hui, on investit sur l'avenir. On ne veut pas arrêter. Notre marché est en construction. Il ne faut surtout pas qu'on arrête d'investir. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre business model pour la deuxième vie, le recyclage des batteries, et où est-ce que vous en êtes sur cet axe? Sur cet axe, en fait, aujourd'hui, on a ce qu'on est en train de faire. D'abord, il faut toujours une question de volume sur la deuxième vie. Aujourd'hui, pour massivement faire de la seconde vie, il n'y a pas encore assez de volume de batteries qui sont retirées des véhicules. Et on se rend compte également d'une deuxième chose, c'est que les batteries durent plus longtemps sur les véhicules que ce qu'on avait prévu. Et la deuxième chose, c'est que en deuxième vie, avant la deuxième vie en stationnaire, aujourd'hui, on a de plus en plus d'options d'utiliser ces batteries en deuxième vie sur des véhicules. On prend des exemples très simples. Une batterie qui se trouve sur un bus, qui, dans une ville donnée, doit faire tous les jours 200 km. Si, au bout d'un certain nombre d'années, cette batterie peut-être ne fait plus 200 km, mais que 150 km, on va potentiellement pouvoir retirer ces batteries et les mettre sur un autre véhicule ou une autre ville, ou déplacer le bus dans une autre ville où les 150 km sont suffisants. Et bien dans ce cas-là, la batterie, sa deuxième vie, ça va être plutôt une première vie bis sur des distances moins importantes. Donc en fait, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on arrive à avoir de la valeur et donc un amortissement de la batterie sur des périodes plus longues que ce qui était prévu à l'origine. Et ensuite, on pourra ultérieurement utiliser les batteries dans une deuxième vie stationnaire, c'est-à-dire les mettre dans un container et servir à fournir un réseau sur soit du réseau, soit hors réseau sur des usages privés, commerciaux et industriels. Donc, cette troisième partie aujourd'hui est moins importante, mais aujourd'hui, on se rend compte que les batteries durent plus longtemps et vont plutôt être utilisées sur des véhicules avec d'autres destinations de véhicules. D'accord. Comment parvenez-vous à sécuriser en fait votre approvisionnement de cellules sur le long terme, car la demande, on le voit bien, est exponentielle? Eh bien, c'est ce qu'on indiquait déjà, en fait, souvenez-vous, en 2022, lorsqu'il y avait ces énormes pénuries, cette énorme crise, nous avons réussi à sécuriser 100% de nos besoins. Aujourd'hui, il y a une demande énorme, il y a une pénurie extrêmement forte, mais en fait, notre position sur les différents marchés est telle que nos fournisseurs nous assurent, nous garantissent la disponibilité de tous les produits dont nous avons besoin. Nous n'avons pas de pénurie, nous n'avons pas de restrictions de la part de nos fournisseurs. Et donc, nous sommes en mesure de déployer notre plan intégralement avec notre sourcing. D'accord. On peut comprendre que certaines sociétés peuvent souffrir de pénurie. Mais dans les arbitrages des fournisseurs, nous sommes en haut de la liste. Alors, est-ce que vous pouvez revenir, c'est peut-être davantage une question pour Jean-Yves, plus en détail sur l'impact des bons de souscription qui pèsent sur votre bénéfice net? Et j'ai également une deuxième question de la même personne, ce qui concerne votre déploiement aux États-Unis. Donc l'usine va démarrer l'an prochain. Est-ce que vous pouvez rappeler vos objectifs sur ce marché et la situation actuelle sur le marché américain? Est-ce qu'il est alimenté par des usines européennes? Alors aujourd'hui, nos ventes aux États-Unis sont relativement modestes et elles sont alimentées par nos usines européennes ou en fait principalement chinoises, comme c'est la réalité, au-delà de toute considération politique, c'est la réalité du marché. Notre activité industrielle nos premières lignes vont arriver là ici en fin d'année et vont se déployer plus rapidement au cours de l'année prochaine. Et les marchés que nous ciblons aux États-Unis, c'est à la fois le marché du bus, le marché du camion et le marché des véhicules de tout ce qui est construction, puisque c'est un marché extrêmement important aux États-Unis. On est en fait de plus en plus confiant sur le marché américain, non seulement parce que les États-Unis subitement passent très rapidement à l'électrique,
également parce qu'il y a de nombreuses subventions aux États-Unis à la production locale, dont nous allons bénéficier, mais également parce qu'aux États-Unis, s'était implanté pendant ces 2-3 dernières années toute une série de sociétés qui s'étaient créées sous forme de ce qu'on appelle le SPAC, sociétés qui ont bénéficié de beaucoup d'argent sur le marché nord-américain, qui ont beaucoup dépensé, beaucoup trop dépensé, et ces sociétés qui sont allées trop vite, qui ne sont pas allées dans la bonne direction, qui ont pris une mauvaise option, disparaissent du paysage, et ça laisse, disons, des perspectives pour nous, Forsee Power, qui sommes un acteur reconnu globalement sur les marchés, solide, et avec une stratégie claire, lisible, inchangée et comprise par quasiment tout le monde, des perspectives très positives sur le marché américain, encore plus aujourd'hui que ça n'aurait pu être le cas il y a un an. Et sur la partie bond... Alors, bond de souscription. D'abord, pour rappeler un peu les fondamentaux, il n'y a pas eu, pendant cette période, d'émission de nouveaux bons. Ce sont des bons qui ont été émis il y a déjà quelques années et dont on fait juste varier la juste valeur avec une norme comptable qui s'appelle l'IFRS 9, mais cette variation de juste valeur n'a pas d'impact cash sur l'entreprise. Donc, ce sont les éléments de coût de financement, les éléments aussi de variation du cours de bourse qui viennent, avec des formules de mathématiques financières, nous permettent d'ajuster quel était le coût, quel est un coût, mais un coût, je dirais, non cash, un coût théorique de la variation de la valeur de ces bons dans nos comptes. Donc, ça a un impact certes important. Je voulais juste rappeler que c'est non cash et que ce n'est pas une dilution supplémentaire pour les actionnaires en cette période. Ce sont des bons qui ont été émis il y a déjà un moment et qui restent encore à la main de l'EIB jusqu'au moment où ils souhaiteront les exercer ou nous leur rembourserons leur dette à un moment auquel ces BSA, par exemple, pourraient être rachetés, cette décision n'ayant pas du tout été prise pour l'instant. Donc, rappeler les fondamentaux, non cash, pas d'émission de nouveaux bons, c'est simplement la variation de juste valeur en fonction de normes comptables pour refléter cette variation de valeur financière dans nos comptes. Très clair, merci. On a un autre participant qui demande si vous avez des projets de croissance externe. Est-ce qu'il y a des dossiers que vous regardez actuellement? Alors, d'abord, on regarde beaucoup de dossiers. On nous soumet beaucoup de dossiers. Pour autant, on considère que notre plateforme, notre base, notre portefeuille technologique, notre base industrielle, notre réseau commercial ne nécessite pas de croissance externe pour le moment. On regarde néanmoins beaucoup de dossiers, puisqu'effectivement, il y a pas mal de mouvements sur les marchés, mais on n'a aucune nécessité de faire une acquisition. Si on faisait une acquisition, ce serait vraiment très opportuniste et dans des conditions qui seraient très satisfaisantes pour nous. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure, Christophe, par rapport aux fournisseurs qui vous favorisent. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez un traitement de faveur? Alors, on a simplement, c'est la loi du marché. Hein. En général, c'est les principaux acteurs du marché qui ont le plus de faveur des fournisseurs. Nous, pareil, on va vers les clients qui nous paraissent les plus intéressants. Aujourd'hui, dans notre métier, on est un des acteurs mondiaux les plus connus et donc forcément, on bénéficie, on représente une certaine attractivité pour les fournisseurs d'accumulateurs. Et donc, bien sûr, il n'y a pas un seul fournisseur d'accumulateurs avec qui nous travaillons ou ceux avec qui souhaiteraient travailler avec nous qui montrent la moindre envie de ne pas nous fournir ce que nous souhaitons avoir. D'accord. Une question sur le travail du département R&D. Est-ce qu'il y a justement un travail qui a commencé sur les batteries à électrolyte solide et si oui, à quel horizon vous voyez une première mise en service? Alors, on a annoncé il y a 3-4 mois un partenariat avec Blue Ocean sur leur future technologie solid state qui sera pour 2028 à peu près. Et nous avons d'autres partenariats effectivement sur ces technologies que l'on regarde de très près.
Et donc, on travaille sur l'évolution de ces produits et lorsque on les teste et lorsque ces produits arriveront à maturité industrielle, technique et industrielle, ce sont des produits que nous intégrerons dans nos gammes de produits. On n'en est pas encore là aujourd'hui. D'accord. Une personne qui demande si vous avez des projets, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de production d'électricité verte. Alors, on va dire oui et non. Alors, on n'est pas un électricien, hein. En revanche, nous fabriquons des batteries. Et ces batteries, nous envisageons, et on communiquera peut-être plus là-dessus à l'avenir, mais ces batteries, on envisage de les valoriser entre le moment où on les a fabriquées et le moment où on va les vendre. Donc, on va mettre probablement à disposition de l'énergie au réseau et c'est une contribution significative à ce que vous appelez donc énergie verte au travers des batteries que nous fabriquons. Et dans le cadre également de la décarbonation de nos activités, on a mis en place, par exemple sur l'usine de Poitiers, des panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie décarbonée. Et c'est vraiment une stratégie qu'on veut appliquer sur tous nos sites de production. Une personne qui revient sur les incidents qu'il y avait eu sur certains bus, sur les feux. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus en termes de sécurité? Non, on n'a pas de commentaire particulier à faire. On va peut-être juste donner un chiffre. Alors, il y a plusieurs chiffres qui circulent. Il y a un chiffre que l'on a vu qui indique qu'il y a proportionnellement 30 fois moins de bus électriques qui brûlent que de bus thermiques, en fait de véhicules électriques que de véhicules thermiques, 30 fois moins. Et je crois que c'est une étude suédoise, mais là je parle sous réserve, c'était de l'ordre de 50 et quelques fois moins que des véhicules thermiques. Et c'est vraiment une réalité. D'autre part, nous avons un historique à ce niveau-là qui est exceptionnel au niveau de notre entreprise. Et ensuite, bien sûr, c'est vrai qu'un véhicule électrique, lorsqu'il brûle, pour éteindre, en fait, c'est l'absence d'oxygène en fait qui permet d'éteindre un incendie sur une batterie principalement. Donc, quand une batterie brûle, effectivement, elle brûle jusqu'à s'être consumée totalement. Il y a beaucoup d'énergie dans les batteries, mais je voudrais juste vous rappeler qu'un véhicule thermique, quand ça brûle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence. Si vous avez plus d'essence, ça brûle plus. S'il y a moins d'essence, ça brûle moins. Donc, dans tous les cas, vous mettez le feu, ça brûle. Mais ça brûle beaucoup moins souvent sur un véhicule à batterie. Et avec le temps, plus ça va, plus la proportion de ces véhicules électriques qui brûlent se réduit et creuse encore plus l'écart par rapport aux véhicules thermiques. Une question sur l'impact actuel de l'inflation sur le prix de l'énergie dans vos activités en Europe et dans le monde. Quel est votre niveau d'anticipation sur ce sujet? Alors, je ne sais pas. D'abord, je vais répondre, je ne sais pas. Mais la deuxième réponse va être que nous ne sommes pas une industrie très consommatrice d'énergie. Lorsque nous faisons des systèmes de batterie, c'est de la transformation. Et pour nous, le coût de l'énergie est une somme très modeste, en fait, dans nos coûts de fabrication et dans nos coûts d'exploitation. Donc, l'évolution du coût de l'énergie n'a pas d'impact significatif sur nos propres coûts. Et encore une fois, on a vraiment vocation à installer des panneaux photovoltaïques et à produire de l'énergie sur nos sites. Et en plus, à autoconsommer avec nos propres batteries qu'on a fabriquées, que l'on peut stocker, qu'on peut utiliser avant de les commercialiser. D'accord. Est-ce que vous avez aussi des projets dans l'hydrogène? Est-ce que vous considérez l'hydrogène comme un concurrent ou comme une complémentarité? Ah non, pas du tout, pas un concurrent. Pour nous, c'est vraiment une complémentarité. Et il se trouve que notre partenaire Ballard, souvenez-vous que nous sommes partenaires du groupe canadien Ballard, spécialiste de l'hydrogène. Nous travaillons à des projets de véhicules à hydrogène. Nous fournissons les batteries. L'hydrogène, vous le savez, enfin, et si ce n'est pas clair pour tout le monde, l'hydrogène est une solution intéressante pour les distances longues, pour les distances courtes, pour des usages urbains. C'est des véhicules totalement à batterie. Pour des distances plus longues, ce sont des véhicules
potentiellement à hydrogène, certains hydrogènes, et bon, il y a toute une série de marchés de véhicules à hydrogène, bus, camions et autres. Et ces véhicules ont besoin de batteries. Donc pour nous, c'est un marché complémentaire et intéressant et sur lequel nous sommes très actifs. Alors, j'ai deux questions sur le titre. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur le repli du cours des derniers mois et est-ce que vous prévoyez le versement d'un dividende dans les années qui viennent? Alors, versement du dividende, c'est dès qu'on sera profitable, on sera en position potentiellement de verser un dividende, ce qui n'est pas le cas pour le moment. En ce qui concerne notre titre, effectivement, le titre s'est fortement replié entre le moment de l'IPO qui était fin 21, au moment où les marchés se sont refermés, jusqu'à, on va dire, au début de l'année. Notre titre, depuis le début de l'année, doit être à peu près flat. Donc, il n'y a pas eu de recul du titre depuis le début de l'année 2023. Ça, à 1 ou 2% près, je dois être à peu près juste dans ce que je suis en train de dire. Comment? Il s'est un petit peu apprécié. Il s'est un petit peu apprécié, oui. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon des questions. Je vous laisse conclure, Christophe. Mais non, tout d'abord, merci à ces nombreux participants d'être là et de s'intéresser à notre entreprise. Aujourd'hui, comme lors des sessions précédentes et comme nous le faisons depuis 2 ans, depuis que nous avons fait notre introduction en bourse, vous le voyez, nous annonçons des tendances, nous annonçons des développements et nous réalisons ce que nous faisons. De temps en temps, nous faisons même un petit peu mieux. Nous sommes sur cette tendance. Nous vous avons présenté la guidance pour les années à venir. Nous sommes très confiants dans cette guidance. Le développement de notre activité est extrêmement fort. Le nombre de projets sur lesquels nous travaillons et que nous gagnons est tout aussi fort. Et donc, je voudrais à la fois exprimer la confiance de toute l'entreprise par rapport à son plan de marche et remercier tous les participants actionnaires de la société de nous accorder cette confiance et tous les nouveaux de les convaincre de nous accorder la confiance dans la stratégie et dans le déploiement de la stratégie de Forsee Power. Merci à tous les trois et merci donc aux participants d'avoir suivi ce webinaire de présentation des résultats semestriels. Bonne soirée à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir.